Bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir sur la plateforme du Wellness, la plateforme dédiée au renouvellement du bien-être de la cellule familiale. Et ce soir, nous avons ma chère amie Nicole. Nicole Astry. Bonsoir Nicole. Bonsoir Yardena. Bonsoir, Je suis bonsoir. très heureuse de te retrouver ce soir. Et Nicole, tu es coach certifié en neurosciences. Tu Oui, es thérapeute conjugale et familiale. Tu es oui, maître praticien en hypnose. Tu pratiques de l'EFT, l'EMDR, la PNL. Et ce soir, tu vas nous parler sur la violence conjugale. très bien. Oui. Vous Alors, tout d'abord, m'entendez? merci Tu infiniment m'entends, d'être Yardena? avec nous ce soir. C'est avec plaisir, c'est vraiment Oui, je avec t'entends. plaisir. C'est ma deuxième conférence à Wellness et c'est toujours un grand honneur de participer à donc à ce projet. Et je te remercie beaucoup, Yardena, de me faire participer. Merci beaucoup. Alors, Yardena, est-ce que tu m'entends? Yardena? Oui, Yardena? Oui, je suis désolée, j'ai eu une coupure de réseau. D'accord, J'espère. d'accord. Tu me vois là? Non, Excuse-moi. tu ne me vois pas. Non, d'accord, ok. Ok, Moi, d'accord. Alors, moi, je te vois. Oh, tu n'as pas compris l'écran. bonjour à tous. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Voilà, ce soir, je vais vous parler des violences conjugales. C'est un sujet un petit peu difficile, un petit peu peut-être un petit peu tabou. Et on va aborder ces violences conjugales, ce qui est vraiment une tragédie qui affecte des millions de personnes à travers le monde et même dans nos communautés, malheureusement. Et la violence conjugale est une forme de violence physique et psychologique qui est exercée par un partenaire intime sur l'autre. La violence conjugale est un problème universel qui affecte les personnes de tous âges, origines et classes sociales. Les personnes qui sont victimes de violences conjugales sont souvent trop effrayées pour faire face à leur bourreau et à leur agresseur. C'est pourquoi nous devons nous unir pour combattre cette forme de violence. Nous devons travailler ensemble pour sensibiliser les gens à ce problème et les encourager à parler ouvertement de la violence conjugale, sortir de ce tabou. Nous devons également travailler, modifier les attitudes négatives et les stéréotypes qui entourent la violence conjugale et à promouvoir une culture de respect et de non-violence. Nous devons faire en sorte que les personnes qui sont victimes de violences conjugales reçoivent le soutien et l'aide dont elles ont besoin. Nous devons faire en sorte que la violence conjugale soit reconnue comme un problème grave et universel et que les personnes qui sont victimes de violences conjugales soient traitées avec compassion et respect. Et ensemble, en faisant une petite action, eh bien, on pourra mettre fin à la violence conjugale et offrir une vie meilleure. La moindre petite action, ça peut faire de grandes choses. Et à travers cet exposé sur les violences conjugales, eh bien, on peut voir que on peut faire quelque chose, on peut sortir du déni si on comprend ce qu'est la violence conjugale. Pour agir sur quelque chose, il faut la comprendre. Et donc, c'est un petit peu le but de cet exposé ce soir, c'est vous donner déjà une définition des violences conjugales, vous donner quelques chiffres. On ne va pas trop se pencher là-dessus, mais il y a quand même des chiffres.
les peines encourues pour les violences conjugales. Ça aussi, c'est important de le savoir, que c'est un délit. Nous allons voir les différentes formes de violence conjugale, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule. Ensuite, on va voir le cycle de la violence. Et une fois qu'on aura vu le cycle de la violence, eh bien, on va se poser la question, comment se fait-il que la victime reste avec son conjoint? Ça, c'est une question qu'on pourrait se poser. Et on va donc, par là, on va parler de l'emprise qu'un conjoint peut avoir sur sa femme ou sa victime, on va dire. Et ensuite, on va parler un petit peu des enfants et les conséquences sur les enfants, sur la cellule familiale et comment sortir de la violence conjugale. Alors, une petite définition, on va passer par les définitions des violences conjugales. Donc, la violence conjugale, c'est un moyen utilisé pour assurer le pouvoir sur l'autre. Il s'agit d'un rapport de force dans lequel l'un est sujet et l'autre objet. Et ça, c'est en 1972, Hannah Arendt qui donne cette définition. Les violences conjugales sont une relation de violence au sein du couple. Alors, il faut savoir que les violences conjugales sont dans un couple, ça s'installe et on va voir que quand on parle du conjoint, on verra que ce sont principalement les hommes, et on verra donc pourquoi, qu'on appelle les auteurs et les femmes qui subissent, qu'on appelle les victimes. Alors, donc, qu'est-ce que les violences conjugales? Est-ce que c'est un problème de couple? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que ça vient de l'alcool? Ou peut-être de la catégorie sociale? Est-ce qu'il y a une explication psychologique? Est-ce que c'est un phénomène social? Et en fait, on se rend compte que c'est une rencontre entre l'histoire de vie de l'auteur, c'est une construction sociale de la différence de genre, un type de personnalité et un conflit situationnel particulier qui va créer un terrain favorable aux actes de violence conjugale. En fait, c'est tous ces facteurs qui vont engendrer les actes de violence conjugale. Il n'y a pas qu'un seul facteur qui va provoquer cette violence conjugale. Alors, une petite enquête, combien de personnes portent plainte? Alors, parmi les femmes, il y en a 8% et parmi les hommes, il y en a 0,1%. Donc, les violences conjugales, les violences dans les relations intimes sont un ensemble de comportements, d'actes et d'attitudes de l'un des partenaires ou ex-partenaires qui visent à contrôler et à dominer l'autre. Donc, elles comprennent les agressions, les menaces ou les contraintes verbales, physiques, sexuelles, économiques, répétées ou amenées à se répéter, portant atteinte à l'intégrité de l'autre et même à son intégration socio-professionnelle. Ces violences affectent non seulement la victime, mais également les autres membres de la famille, parmi lesquels les enfants. Donc ça, les enfants, on va voir, font partie donc des violences conjugales. On les considère comme des victimes, ou maintenant c'est un petit peu remis en question. On se demande si ce sont des victimes ou alors des témoins. Alors, une autre définition qui a été donc donnée à la Convention européenne sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Eh bien, c'est la Convention d'Istanbul, on va voir. Donc, la violence à l'égard des femmes doit être comprise comme une violation des droits de l'homme et une forme de discrimination à l'égard des femmes et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d'entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique.
Alors, il faut savoir que ces violences sont une violation des droits humains. Elles sont légitimées par donc l'idéologie sexiste de domination. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une idée que les femmes sont faibles, émotives, sensibles, elles ont ces stéréotypes, et les hommes sont forts, protecteurs, responsables et sérieux. Ils ont tout ce genre, tous ces qualificatifs de sexistes, on va dire. Et bien, à partir du moment où on a cette idée de l'homme et de la femme, eh bien, il y a une certaine domination qui peut se faire de l'homme par rapport à la femme. Alors, les prévalences en Belgique, pour vous donner une petite idée, dans 4 cas sur 5, les enfants sont exposés à cette violence et dans 3 cas sur 5, ils en sont aussi victimes. 45%, la proportion d'enfants qui plus tard seront à leur tour victimes de violences de la part de leur partenaire ou auteur de celle-ci. Donc, vous voyez que les enfants sont aussi exposés à cette violence et que ces enfants deviendront des adultes. Et c'est pour ça que c'est très important déjà de faire de la prévention contre la violence conjugale dès la prime enfance et expliquer aux enfants le danger de la violence dans tous les domaines. Maintenant, il faut préciser quelles sont les différences entre un conflit conjugal et les violences au sein du couple. Quand dans un couple, il y a des disputes ou des conflits conjugaux, eh bien, dans ces disputes ou conflits conjugaux, il y a 2 points de vue qui s'opposent dans un rapport d'égalité. Vous voyez le dessin, il y a l'homme d'un côté, donc à gauche, la femme à gauche, l'homme à droite, et au milieu, il y a le conflit. Et vous voyez que l'homme et la femme sont à égalité. Il y a une discorde, un conflit, on le gère avec, avec les outils nécessaires, mais toujours sur un pied d'égalité. Il n'y a pas de domination. Dans les conflits, dans les violences conjugales, eh bien, il y a ce déséquilibre entre l'homme qui est agresseur et la femme qui est victime. L'homme est dominant et la femme, elle subit cette domination. Et c'est pour ça qu'on peut dire que c'est donc une violence conjugale. Donc, il y a un rapport de domination et de prise de pouvoir de l'agresseur sur la victime. Voilà. Mais quel que soit dans ces violences, ça va donner un climat permanent d'insécurité, de peur et de tension. Donc, mais quelles que soient les explications et les justifications, donc le seul responsable est l'auteur des violences. Alors, maintenant, on va voir les formes de violence conjugale. Il y en a plusieurs. Il ne faut pas s'imaginer que la violence conjugale se limite, façon de parler, aux violences physiques. Et jusqu'à très récemment, on considérait la violence conjugale essentiellement que ce soit physique, mais maintenant c'est de plus en plus reconnu qu'il y a donc les violences, ce qu'on appelle les violences verbales, on les verra un petit peu plus en détail, les violences physiques, violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences matérielles, économiques, sur la parentalité, aux moyens de confiscation de documents. C'est aussi une forme de violence. Et là, ce qu'on appelle la cyberviolence. Alors, la cyberviolence, eh bien, c'est tout ce qui concerne donc Internet et alors, pour les violences psychologiques, donc on va commencer par les violences physiques. Alors, il y a tout d'abord, il faut savoir que la violence physique ne vient pas du jour au lendemain.
elle vient de manière très insidieuse parce que la violence s'installe dans le couple petit à petit, progressivement. On ne la voit pas venir, mais c'est pour ça que quand on est prévenu, on sait que c'est de la violence. On peut banaliser la violence aussi. Ça peut être au début tenir le bras un petit peu fort, pousser dans le mur. Ça peut passer par des menaces. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, eh bien, il va y avoir une espèce d'intensité, d'une chronicité. Il faut savoir que la gifle, eh bien, dans la violence physique, ne vient pas du jour au lendemain. Ça peut arriver, mais c'est quand même assez rare. Mais ça vient petit à petit. Et bien entendu, quand on commence à tenir le bras, à tenir le bras ou alors pousser quelqu'un contre le mur ou alors faire des menaces, si il n'y a pas de limite, bien entendu, l'auteur donc va sentir qu'il y a donc une espèce de permission et la domination va s'installer de plus en plus et donc ça va s'intensifier. Mais ça va s'intensifier petit à petit, bien entendu, jusqu'à arriver, que Dieu nous préserve, jusqu'au meurtre. Maintenant, pour les violences, deuxième violence, ce qu'on appelle les violences économiques, c'est aussi considéré comme une violence. Il y a donc l'auteur qui a accès au compte bancaire, donc la victime ne pourra pas donc avoir accès avoir un compte bancaire à son nom. Elle sera surveillée sous prétexte qu'elle est dépensière, elle devra donner des comptes sur tout ce qu'elle dépense sous n'importe quel prétexte. La surveillance donc des dépenses, même si les dépenses ne seront que pour le foyer, eh bien, il y aura une surveillance. Quel que soit le niveau social du couple, ça peut être deux médecins. Hein, j'ai rencontré deux médecins qui étaient dans ce cas-là. Donc, ils gagnaient bien, ils avaient un bon salaire tous les deux. Mais la femme, eh bien, n'avait pas du tout accès à son salaire. Elle reversait directement son salaire à son conjoint pour que le conjoint puisse surveiller donc ses dépenses. Elle n'a aucun moyen de paiement, donc pas de carte bleue, pas de chéquier, pas de rien. Absence d'emploi pour élever les enfants. Donc l'auteur convaincra son épouse de ne pas travailler, de ne pas travailler sous prétexte d'élever les enfants. Et l'auteur lui dira que bon, moi je gagne suffisamment d'argent, tu n'as pas besoin d'aller travailler. Mais là, c'est aussi une forme de domination. Donc, pas d'autonomie financière, dépendance à l'autre. On infantilise la victime, hein, on infantilise l'autre pour pouvoir toujours garder le contrôle et ce contrôle s'intensifiera de la même manière que la violence physique. Position d'enfant où doit quémander de l'argent et se justifier, donc pour quel que soit l'achat qu'elle doit faire, même si c'est pour un médecin ou pour quelque chose qui concerne le foyer, il faudra donc qu'elle demande de l'argent comme un enfant va demander à ses parents de l'argent. Et ça, c'est une stratégie pour garder toujours le contrôle et la domination. Et bien entendu, plus la violence économique va s'installer, plus il y aura une impossibilité de partir et de garder son autonomie, même si la violence, elle est installée, eh bien la victime aura de plus en plus de mal à se décider donc de quitter son conjoint violent. Donc ça, c'est pour la violence économique.
Maintenant, pour les violences psychologiques, alors les violences psychologiques, c'est aussi considéré comme une violence. Petit à petit, de manière complètement insidieuse, donc l'auteur, alors quand on parle d'auteur, je précise encore que c'est l'homme par rapport à sa femme qui est considérée comme une victime, parce qu'on a vu que proportionnellement, ce sont les hommes qui sont auteurs de violences, ce sont les statistiques qui le disent, et les femmes qui sont des victimes. Ça s'appelle une violence de genre. Maintenant, donc, l'auteur va petit à petit isoler donc sa victime, hein, un isolement social progressif, un isolement des amis, de la famille, des collègues. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, les amis ou la famille va être considérés comme des témoins, donc l'auteur ne veut pas avoir de témoins. Les collègues, eh bien, la personne qui va, la victime qui va choisir de ne plus sortir, de rester chez elle pour ne pas être confrontée au regard de l'autre, de ne pas avoir des remarques. Et donc, cet isolement social va être progressif. Et progressivement, la victime va se renfermer sur elle-même, elle va se replier sur elle-même pour éviter donc toutes les remarques, les critiques et pour éviter le jugement des autres. Les violences psychologiques, c'est aussi l'humiliation au public, hein. Et comme la victime sait que son conjoint va l'humilier en public, ça peut être des remarques désobligeantes, ça peut être des comparaisons. Alors donc, elle va choisir de ne plus sortir et petit à petit, donc l'isolement va s'installer. Tromper devant l'autre ou des comparaisons surtout au niveau corporel. On peut traiter sa conjointe, on peut lui faire des remarques sur son physique, même si en réalité cela n'existe pas, mais l'auteur va de manière insidieuse euh, enlever l'estime et l'image de soi. Petit à petit, ça va se détériorer. Donc le dénigrement sur l'aspect, sur l'intelligence, hein, toi de toute façon tu comprends jamais rien, hein, ce sont des phrases comme celle-là qui vont rentrer petit à petit dans l'esprit de la victime, le niveau d'éducation, les rapports sexuels, voilà, le contrôle de la tenue vestimentaire, hein. Alors, si la victime s'habille avec une certaine couleur, eh bien, tout de suite, on va la comparer à une prostituée. Donc, ça, ce sont des remarques qui sont très, très fréquentes. Et petit à petit, donc, cette violence psychologique va donc détériorer l'image de soi. Demander des efforts alors que l'autre est malade, hein. Si la victime elle est fatiguée ou malade, eh bien son conjoint va lui demander de faire des efforts, hein, et refuser donc de se rendre à l'hôpital ou des soins si la personne elle est malade. Alors on sait très bien, enfin on sait très bien non, mais en général l'auteur accompagne sa femme à l'hôpital, mais on reconnaît les violences conjugales parce que le mari reste systématiquement à côté de la femme pour surveiller ce qu'elle dit. Si par exemple elle vient avec des violences conjugales, des coups, des bleus, la femme sera quand même obligée de dire qu'elle s'est cognée contre la porte ou qu'elle s'est sinon, eh bien, son mari est à côté, donc l'auteur est à côté, et elle aura peur des représailles. Et donc tout ça, ça conduit à une baisse de l'estime de soi.
Les violences verbales, il y a le dénigrement, hein, tu n'es pas doué d'intelligence, tu n'es pas désirable, on la traite de grosse vache. En fait, toutes les violences verbales, pas de bonne capacité parentale, tu n'es pas une bonne mère, tu n'es pas capable. Alors, toutes ces phrases qui se répètent de manière insidieuse vont rentrer au fur et à mesure dans l'esprit de la victime et plus de jour après jour, hein, semaine après semaine, mois après mois, année après année, la personne va être persuadée de ne pas être une bonne mère, ne pas être capable et au fur et à mesure, donc elle va devenir de plus en plus dominée et incapable d'avoir une autonomie. Ensuite, bon, les insultes, toutes les sous-catégories de l'espèce humaine. Et donc, ce qui est important, c'est qu'il y a une objectifation qui passe de sujet à objet. Donc, plus les violences verbales vont s'installer, toutes les formes de violence, hein, toute cette accumulation de violence, plus la personne, la victime, va devenir, ne sera plus un sujet pensant, mais deviendra un objet. Et donc, toutes ces violences-là qu'on a énumérées, eh bien, elles sont concomitantes. En fait, l'auteur va utiliser toutes ces violences parfois en même temps, hein, et parfois même l'une après l'autre, mais de toutes les manières, il passera d'une violence à une autre violence. Il y a aussi les violences matérielles. Hein. Les violences matérielles, c'est lancer des objets, casser, c'est considéré comme des violences. Une autre violence qui n'est pas des moindres, c'est confiscation des documents, carte nationale d'identité, passeport, livret de famille, carnet de santé, etc. Donc les diplômes, tout ça. Donc c'est une forme de violence qui sont reconnues comme violence, hein, violence sur la violence sur la parentalité, la dévalorisation de son rôle de mère. Tu n'es pas une bonne mère, tu n'es capable de rien, etc. Et voilà. Donc maintenant, cette violence, eh bien, elle va s'installer aussi par la peur. Hein, d'accord. On va mettre un climat de peur à l'intérieur du foyer, d'accord. Et au fur et à mesure, donc, on va donc enlever tout. On va mettre un espèce de climat de tension au fur et à mesure. Donc, claquer les portes, jeter les objets. Rouler vite et dangereusement, c'est aussi une manière de faire peur à la personne, hein, faire des démonstrations de force. Hein. Si par exemple l'auteur conduit et à la moindre occasion, il va se battre avec des gens, des gens sur la route ou n'importe où pour montrer sa force, pour dire voilà, c'est moi le plus fort. Des menaces, hein, si tu vas à la police, je te tue. Des phrases telles que personne ne te croira, je raconterai quelle femme tu es, etc. Si tu me quittes, tu ne verras plus les enfants, je tuerai les enfants, chantage au suicide, etc. Donc toute cette peur, c'est une stratégie donc pour, pour maintenir le contrôle, hein, pour maintenir le contrôle. Alors plus on sait que ça existe et plus on est vigilant. La jalousie, donc la jalousie pathologique, c'est aussi une forme de violence, hein, une forme de contrôle. Alors, jalousie pathologique, hein, c'est quand c'est extrême. Hein. La personne ne supporte pas l'altérité, ça veut dire qu'il ne supporte pas qu'une autre personne puisse parler à quelqu'un d'autre, puisse admirer quelqu'un d'autre. Voilà, donc il ne supporte pas l'altérité. Donc il veut posséder la personne complètement, totalement, et exige de lui une présence continue et exclusive. Donc automatiquement, la victime ne pourra ni sortir, ni avoir des amis, ni avoir des loisirs, ne pourra pas aller faire du sport, etc. Donc il y a donc une espèce de contrôle total.
du harcèlement, des questions incessantes, des appels incessants pour vérifier où la victime elle est, toujours la suspicion, surveillance des fréquentations, appels téléphoniques et emails. D'accord? Donc, c'est un conjoint qui va téléphoner 10 000 fois par jour pour savoir où exactement sa conjointe est. Alors, est-ce que tu m'entends, Yardena? Parfaitement, parfaitement. Merci infiniment. Est-ce que tu voudrais... Oui. J'essaye d'aller un petit peu vite hein, parce que comme ça, on va faire un petit tour Bien. de tous les. Est-ce que tu as des questions? Tu nous diras après, on posera les questions après, mais qu'est-ce qui t'a Oui. motivé pour... Tu nous diras, hein, qu'est-ce qui t'a motivé pour parler de la violence conjugale ce soir? Alors, pourquoi que je le disais dans mon introduction, je ne sais pas si peut-être tu l'as pas entendu, vous l'avez pas entendu, je ne sais pas, comme je te vois pas, je ne sais pas. Dans mon introduction, je disais que c'est un sujet qui est considéré comme tabou et on pense toujours que on n'est pas concerné, que c'est l'autre qui est ou peut-être qui est concerné par ce genre de sujet. Ce sont des sujets qui fâchent, ce sont des sujets qui font mal. Moi, je vous dis franchement, quand j'ai préparé ce dossier, c'était quand même assez violent, on va dire. Hein. C'est pas très joyeux. Mais c'est très important d'en parler parce que on parle de bien-être, mais si pour avoir une vie meilleure, eh bien, il faut déjà prendre conscience qu'il y a des choses qui, malheureusement, qui sont qu'il faut régler. Et on ne peut pas affronter certaines choses si on ne sait pas qu'elles existent ou si, surtout, on fait semblant qu'elles n'existent pas. Parce qu'on peut vivre la violence conjugale sans le savoir. Vous comprenez? Donc, c'est un petit peu cette chose-là. Si on veut agir sur cette violence conjugale, il faut savoir comment elle fonctionne, comment elle s'installe. Elle s'installe petit à petit et de manière complètement insidieuse, progressivement. C'est pas du jour au lendemain. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, ce qui me motive aussi, c'est on est toujours dans la vie, on est toujours confronté à des gens qui vivent ce genre de situation. Et maintenant, quand j'ai préparé cet exposé, c'était aussi dans le but de vous donner quelques clés pour pouvoir aider ces gens-là Bravo, et Nicole. ne pas minimiser ce problème. Voilà. Alors Merci. maintenant, euh, d'accord, ok. Alors, j'en étais à... Ah oui. Alors, avec toute cette violence conjugale, vous pouvez vous poser la question, pourquoi rester hein on sait très bien quand on rencontre une personne qui vit, qui vous raconte ses problèmes conjugaux ou ses violences conjugales, c'est assez rare. Hein, on va voir pourquoi. Eh bien, on aurait tendance à se dire, mais je ne comprends pas pourquoi elle ne le quitte pas. Donc ça, c'est la question qui revient systématiquement. Eh bien, donc, on va parler un petit peu de l'emprise et ça va répondre à votre question pourquoi rester. Alors, pour vous parler de l'emprise, je vais vous raconter une petite histoire, une petite métaphore qui va vous expliquer ce que c'est, ce qui pourrait être l'emprise. C'est la métaphore de la grenouille.
peut-être que vous la connaissez. Vous allez imaginer une grande marmite d'eau dans laquelle il y a une grenouille qui nage. Et cette grande bassine, eh bien, elle est sur un feu très doux. Donc la grenouille, elle nage dans cette eau qui va chauffer petit à petit. Et l'eau va devenir tiède et la grenouille, elle va continuer à nager, puis elle va trouver l'eau agréable finalement. Et puis l'eau va continuer à chauffer de plus en plus. Et puis la grenouille, elle va trouver ça un petit peu désagréable, mais elle va continuer à nager, mais elle va un petit peu s'engourdir. Elle va continuer à nager, elle va s'engourdir, elle va ralentir ses mouvements. Et puis l'eau, elle va continuer à bouillir, bouillir, bouillir jusqu'à arriver à 50 degrés. Et puis finalement, la grenouille, elle meurt. Et vous allez aussi donc imaginer maintenant une marmite qui est sur le feu et qui est en train de bouillir, mais la grenouille n'est pas encore à l'intérieur. Et vous allez prendre cette grenouille et vous allez la mettre dans cette eau bouillante. Eh bien, la grenouille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va instinctivement, par réflexe, elle va pousser sur ses pattes et elle va sauter, elle va sortir de la marmite et elle va être sauvée. Alors, c'est une petite métaphore qui explique un petit peu ce qu'est un petit peu l'emprise. Dans la première image, vous avez vu que cette grenouille, eh bien, petit à petit, elle s'habitue à son environnement et elle ne peut plus réagir. Quand elle est dans cette eau chaude, elle n'a plus le courage de réagir et c'est ce qui va l'amener à sa perte. Tandis que si une personne, eh bien, elle est confrontée du jour au lendemain à un environnement extrêmement violent, là, elle va réagir. Elle aura la force de réagir comme la grenouille qui saute donc de cette marmite pour se sauver. Maintenant, l'emprise, c'est quoi? C'est ça. C'est que le contrôle s'installe peu à peu. La violence, c'est quelque chose qui est très insidieux. Elle vient petit à petit, progressivement, et c'est un début qui est très, très insidieux. Et donc, il y a de plus en plus de contrôle. Il y a un contrôle donc sur l'habillement, sur toutes les décisions. Et la victime de violence conjugale donc, va céder, elle va devenir de plus en plus un objet. Il y a une objectivation progressive. Elle ne sera plus un sujet pensant. Elle n'aura plus la force de penser. Et petit à petit, la victime donc, va passer de sujet pensant à objet et donc il va avoir une déconsidération progressive. Mais ce n'est pas une déconsidération brutale parce que ça ne marcherait pas. Donc elle est progressive. On décourage la victime petit à petit. On lui dit « tu n'y arriveras pas, je ne pense pas que tu sois capable ». Donc la victime va progressivement se déconsidérer et entrer dans un rôle de soumission. Donc ça se fait quand même, ça se fait de manière très très progressive. C'est pareil pour l'isolement. L'isolement va être progressif. Progressivement, le conjoint va isoler la victime. Et la conjointe ne verra plus ou pas du tout ses amis qui peuvent déconsidérer l'auteur, remettre en question remettre en question donc tout ce que l'auteur dit. Donc progressivement, la personne va de moins en moins voir ses amis. Sous la pression directe ou indirecte du conjoint violent. Donc, ça va peut-être être aussi les collègues. Donc, progressivement, la victime arrête d'aller travailler.
sous couvert de justification familiale. Le conjoint dira finalement, je peux subvenir à tes besoins, tu n'as pas à travailler. Et là encore, ce sont d'éventuels témoins, donc de l'altérité. Et bien entendu, si la personne arrête de travailler pour X raisons, alors progressivement, elle va rentrer dans un isolement, mais aussi dans une dépendance économique. Progressivement, la famille est évitée de plus en plus, parce que la famille pourrait critiquer le conjoint. Alors à ce moment-là, le conjoint pourrait être gênant, dénigrant devant la famille. Alors on voit de moins en moins la famille. La victime peut avoir peur des critiques, ce que les autres vont lui faire ou vont lui dire. Quoi, tu vas rester avec cet homme. Et de peur donc d'être pris entre deux eaux, donc elle va donc décider petit à petit de voir moins sa famille, ses amis. Et donc là, le conjoint va isoler sa victime pour faciliter son lien d'emprise. Sinon, ça ne marcherait pas, hein. Donc ce lien est renforcé par le fait que la victime perd son indépendance. Et donc tout va passer par lui. Tout contact avec l'extérieur passe par lui. On devient progressivement dépendant et on perd le contrôle et on le donne à l'autre et l'autre le prend. Et on n'a plus, dans ces cas-là, donc, on n'a plus donc de moyens de paiement. Donc, si on arrête de travailler, bien entendu, eh bien, tout ça, ça va favoriser donc l'emprise. Alors, les débuts insidieux de la violence, oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça commence rarement par une gifle, hein. C'est petit à petit, il y aura une absence de limite, hein. Les violences verbales, donc à la première dispute. Et donc tout ça, ça c'est un début insidieux. Maintenant, je vais vous parler donc du cycle de la violence, parce que la violence, c'est un cycle, hein. C'est au début, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a comme le conjoint va installer une tension, hein, d'accord? Il va faire en sorte qu'il y ait une tension pour pouvoir un petit peu justifier son agression. Alors, il va commencer par rentrer dans un espèce de silence. Ça va se faire, il va lancer des regards. Et donc, la personne, la victime, elle va être tendue. Elle va pas savoir ce qu'il faut faire. Donc, elle va tout faire pour que ça marche bien, pour éviter, parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui va bientôt se manifester. Donc, elle se dit, je vais tout faire pour éviter justement donc ce genre de crise. Et donc, il y a donc cette grande tension. Et à ce moment-là, quand elle vit ce genre quand elle est à cette phase-là, on peut aider la victime. Elle est accessible à une aide. Maintenant, la deuxième phase, eh bien, c'est du côté de l'agresseur. Il va, après son agression, après sa crise, bien, l'agresseur, il va se justifier auprès de sa victime, hein. Et il va aussi culpabiliser donc sa victime en disant oui, tu sais très bien que à chaque fois que tu parles de ce sujet-là, ça me met en colère. Je ne comprends pas si j'ai été violent, c'est à cause de toi. Et donc la victime, elle se sent triste, elle se sent humiliée et elle a le sentiment que la situation, elle est injuste. Elle est très en colère. Et donc, à ce moment-là, donc elle prend conscience. À ce moment-là, elle est apte à aller porter plainte, hein. C'est la deuxième phase.
et elle est réceptive à une aide. Maintenant, dans cette deuxième phase, on le verra tout à l'heure, eh bien, il y a un inversement des rôles. Et c'est comme ça qu'on reconnaît la violence conjugale, parce qu'il y a un inversement de rôle, à savoir l'auteur devient victime et la victime devient l'auteur, puisque l'auteur, le conjoint, va accuser donc son épouse de provoquer ces crises. C'est toujours comme ça, chaque fois que je suis fatiguée, tu me parles de sujets qui fâchent et c'est normal si je me mets en colère, c'est normal si je t'ai bousculé, etc. Et donc là, on passe à la troisième donc, phase, c'est la justification, d'accord, la rémission, la lune de miel, ce qu'on appelle la lune de miel. Eh bien, le conjoint, l'auteur, va prendre conscience qu'il a mal agi. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va venir et puis il va s'excuser, il va faire des cadeaux, il va, il va être gentil, et ça va durer plus ou moins longtemps. C'est pour ça qu'on appelle ça une lune de miel. Alors, les cadeaux vont être proportionnels au niveau socio-économique. Hein. Si l'auteur a peu de moyens, eh bien, il va offrir des fleurs. S'il a beaucoup de moyens, eh bien, il va offrir à sa femme un voyage dans un grand hôtel, etc. Et puis, ça n'a pas de limite. Hein. Tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de différence dans les couches socio-économiques pour la violence conjugale. Alors, après cette étape de lune de miel, eh bien, le cycle continue et il va y avoir une tension, la tension de l'agresseur et la peur chez la victime, jusqu'à revenir, donc on continue à une agression, à une crise, et ça va continuer. Et ce cycle, qui est un cercle vicieux, hein, comme vous voyez, il va continuer les justifications de l'agresseur, la culpabilisation et inversement de rôle de la victime. Mais à un moment donné, ce cycle va s'accélérer. Il va s'accélérer de plus en plus si la violence conjugale, et il n'y a pas d'aide extérieure, va se chroniciser, donc elle va s'intensifier. Donc on verra que la rémission de la lune de miel, eh bien, sera supprimée et ce cycle va devenir de plus en plus court dans le temps et les excuses disparaîtront au fur et à mesure. Et on passera de l'agression à la crise et les tensions donc de l'agresseur, peur chez la victime. Et de plus en plus, donc, il n'y aura pas de justification. On passera, donc, ça se raccourcira et ça s'intensifiera. Si au début, ça sera tous les 6 mois, au fur et à mesure, ça sera tous les mois, etc. Jusqu'à justement que ça devienne... voilà. Donc ça, c'est un cycle de la violence qui est assez connu. Et donc, suivant la personne, dans la phase dans laquelle la personne est, elle pourrait être plus ou moins aidée. Si, par exemple, elle est en rémission en lune de miel, eh bien, c'est une période où on ne peut pas aider la personne parce que à ce moment-là, elle remet en doute tous ses doutes, puisqu'il s'est excusé et elle a eu des cadeaux, donc il y a de l'espoir. Et à ce moment-là, la victime va se dire bon ça y est, c'est passé, tout est redevenu dans l'ordre. Il va changer, il m'a promis de faire une thérapie, etc. Donc, il y a de l'espoir. Et à ce moment-là, eh bien, c'est très, très, très difficile et très peu probable de pouvoir aider une personne de sortir de ce cycle de la violence. Alors,
La violence, c'est la vision, en fait, la violence conjugale, c'est aussi la vision de ce qu'est un homme et ce qu'est une femme et ce qu'est un couple. En fait, la vision de la place d'un homme et d'une femme selon la victime et l'auteur. Si on considère qu'un homme, c'est un chef de famille et que c'est lui qui doit tout commander, eh bien, on va légitimer cette violence conjugale. Et si la femme, eh bien, elle se considère en dessous de l'homme et qu'une femme, elle doit obéir et être dominée par l'auteur, eh bien, donc, cette violence s'installera de plus en plus. Ensuite, tout dépend aussi de l'influence du couple parental. Alors, on sait très bien que le couple parental, c'est un des premiers modèles qu'on a, hein, c'est pour nous un modèle. Alors, si le couple parental a vécu des violences conjugales, soit on reproduit, soit on fait complètement le contraire. Et la tolérance à la violence. Alors, si on a vécu dans un milieu, alors c'est aussi par rapport à la culture dans laquelle on vit, où on a vécu, la tolérance à la violence. Si on est habitué à vivre dans la violence, eh bien, on aura une tolérance à la violence, à savoir si une personne, elle reçoit un coup, elle pourra dire à sa copine qui peut être extrêmement choquée, elle qui n'a pas l'habitude de la violence, elle pourra dire oh ben non, mais ça, c'est rien, c'est qu'un petit coup. Donc pourquoi? Parce qu'elle s'est habituée, à la violence. Alors, dans la violence, comme je vous ai dit à un moment donné, donc comment on reconnaît la violence, les violences conjugales, c'est qu'il y a un inversement des rôles de victime et d'auteur. La victime, donc, se sent auteur et coupable, et l'auteur se sent victime et persécuté. Donc finalement, il y a un inversement des rôles. L'importance du discours de l'auteur et l'influence, ça donne, finalement, et ça donne de l'emprise. Alors c'est cet inversement des rôles de victime et auteur, c'est très spécifique aux violences conjugales. L'emprise aussi, c'est la culpabilité, hein, la culpabilité, car on se croit à l'origine des violences. Hein. L'auteur peut dire « je n'étais pas violent avant toi ». Donc, on va culpabiliser l'autre en disant que c'est l'autre qui est responsable de la violence. Culpabilité pour les enfants, donc c'est à cause des enfants donc qu'on est violent. Maintenant, le rôle des autres, il y a la police, la famille, la société. Maintenant, oui, dans la violence conjugale, l'attitude comment dirais-je, de la police, l'attitude des proches, des collègues, l'attitude de la société, eh bien, elle n'aide pas spécialement. Hein. Elle peut être la victime, elle peut être jugée comme responsable de ses malheurs. Elle peut être suspectée même par ses amis, hein, ou sa famille, suspectée d'être pas facile. Bah, de toute façon, elle n'est pas facile. Hein. Ou alors, elle doit aimer ça, les coups. Hein. Et qu'est-ce qu'elle fait pour mériter cela? Cela n'arrive pas comme cela. Donc, peut-être accuser l'autre, hein, de provoquer finalement les coups. La honte, hein, voilà. La honte d'être victime d'un conjoint violent fait que finalement, eh bien, on a du mal aussi un petit peu à réagir. La honte de ne pas avoir réussi sa vie de couple. La honte de ne pas avoir réussi sa vie de famille. La honte de n'avoir rien dit. La honte face aux autres et face à soi-même. Donc la honte et la culpabilité, hein, c'est quelque chose
qui est très important dans les violences conjugales. Maintenant, une personne qui vit une violence conjugale, elle peut avoir ce rôle de sauveuse et se dire que si mon conjoint est violent, ça peut venir aussi d'une enfance malheureuse. Mais elle se prend ce rôle de sauveuse en disant, bien, avec moi, ben, il sera différent, prendre le rôle de vouloir le sauver ou le changer. Hein. Donc, s'il est violent, c'est parce que ses parents étaient violents, mais moi, avec moi, je saurais l'aimer, ça sera différent. Alors, bon, alors maintenant, excusez-moi, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler des enfants, hein, pour les enfants qui sont exposés aux violences conjugales au sein d'un couple. Alors, la Convention d'Istanbul, dont je parlais au début, eh bien, considère que les enfants sont des victimes de la violence domestique. Donc, les enfants font partie, donc ce sont des victimes. Les enfants, donc en 2021, je vous donne quelques chiffres, hein, 12 enfants ont été tués par l'un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Donc, et 105 sont devenus orphelins. Ça existe, hein, malheureusement, ça existe, et il faut savoir que la violence conjugale a des conséquences très graves chez les enfants. On pourrait s'en douter, mais il faudrait peut-être les connaître. Donc, sur le développement et la construction de l'enfant, ça provoque des troubles du comportement, du sommeil, de l'alimentation, des difficultés scolaires. Hein. Quand on a un élève qui a des difficultés scolaires, la première chose, une des choses à vérifier, c'est la violence conjugale. Bien sûr, vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais être au moins au courant. Et donc, les conséquences aussi, c'est ça. Les enfants qui sont confrontés à la violence conjugale, eh bien, ils risquent de reproduire la violence dans les rapports filles-garçons en tant qu'enfants, dans leur rapport avec leur mère, dans leurs relations en tant qu'adultes et à l'intérieur de leur propre couple. Donc, on peut dire qu'un enfant qui a vécu dans un contexte violent a plus de chances, bien entendu, de reproduire, si, bien entendu, il n'y a pas de prise en charge. Et donc, les conséquences, et sur sa relation avec l'autre, eh bien, cette banalisation de la violence, hein, vécue à la maison peut entraîner donc des difficultés. Donc, quand un enfant grandit dans un contexte de violence, ça apprend à l'enfant que la violence est une manière de résoudre les conflits. La violence est une manière de gérer la frustration. Donc, dès qu'un enfant n'arrive pas à obtenir quelque chose, donc il va passer par la violence. La violence peut être niée. Hein. La violence, un enfant qui va donc frapper son camarade, il va systématiquement dire non, ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a embêté. La violence peut être minimisée. La violence fait partie donc aussi de l'intimité. La violence est acceptable dans la relation entre un homme et une femme. C'est pour lui, pour un enfant, donc ça a des conséquences. C'est acceptable. Maintenant, que dire à l'enfant pour aider un enfant? Il faut dire à un enfant que la loi interdit et punit les violences, que son père ou alors son beau-père n'a pas le droit de faire ça ni à ta mère ni à toi, que c'est un délit. La violence n'est pas de ta faute ni de la faute de sa maman.
Et ce que son père y fait, eh bien, ça s'appelle de la violence. Et ne pas avoir peur d'employer ces mots-là, hein, ne pas être clair avec ça, que la violence est un délit. Et lui dire qu'il y a des personnes qui peuvent l'aider et aider sa maman. Alors bien entendu, c'est peut-être difficile, mais c'est très important donc de prévenir les enfants qui subissent des violences conjugales. Alors, excusez-moi. Gardez-la. Oui, Nicole. Ah, ok. Alors, les violences conjugales, bien entendu, ont des conséquences physiques, hein, donc toutes les violences physiques que ça peut engendrer. Maintenant, je ne vais pas vous les énumérer parce que c'est pas très. Mais par contre, il y a surtout ce qu'il faut savoir, c'est que les violences physiques entraînent des conséquences psychologiques et somatiques, hein, parce que une personne qui a subi des violences conjugales, eh bien, vivent des traumas, hein, des traumas post-traumatiques, et ça engendre des problèmes psychologiques. Alors, quelques-uns des conséquences psychologiques qui sont importantes, ce sont les états dépressifs, les crises de suicide. Ensuite, il y a tous les états de stress post-traumatique, les troubles anxieux, il y a les troubles de l'estime de soi, il y a la honte, la culpabilité. Ensuite, les conduites addictives et les épisodes donc de dépersonnalisation, les confusions, stupeurs, comportements paradoxaux, dits de dissociation. Donc tout ça, ce sont des conséquences psychologiques, hein, qui sont pas négligeables, et c'est très important de, euh, de le savoir. Maintenant, si vous avez l'occasion de rencontrer des personnes qui subissent donc des violences conjugales, alors quoi dire? Donc d'abord apprendre déjà à écouter ces personnes, et bien ne pas les juger, surtout d'avoir une bonne écoute, avoir de la bienveillance, avoir du respect, et leur dire qu'ils sont en sécurité, hein. Que surtout ne pas porter de jugement, hein, sur le comportement de la victime, hein, notamment en raison de ses reprises, hein, parce il faut savoir qu'une personne, quand elle décide de partir pour quitter son conjoint, elle ne va pas partir en une seule fois, elle ne va pas partir du jour au lendemain, elle va faire ce qu'on appelle des allers-retours, hein. Eh bien, des allers-retours, et c'est à ce moment-là la personne on n'a pas à la juger en lui disant elle n'a pas le courage de quitter, et non, parce qu'elle va faire plusieurs allers-retours, hein, jusqu'à ce qu'il y ait une séparation définitive. Il faut savoir que même après la séparation, après un divorce, les violences conjugales peuvent continuer. Et c'est très, très courant, malheureusement, après le divorce, de menacer la personne. Parfois, on n'est pas débarrassé de cette violence, de l'auteur des violences. Maintenant, quoi dire à la victime? Alors, la première chose à dire à une victime pour la personne qui accompagne ou qui veut aider une victime, lui dire que la loi interdit les violences, que c'est un délit,
que c'est puni par la loi et que même la personne peut faire de la prison et on peut donc la loi interdit les violences, que la victime n'y est pour rien, que oui, Yardena. Non, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro par inadvertance. D'accord. Continue, Alors, Nicole, merci beaucoup. l'agresseur est le seul responsable et qu'elle peut être aidée. Alors, effectivement, une victime, elle peut être aidée. Alors, c'est un numéro qu'il faut enregistrer pour pouvoir le communiquer. Il faut le connaître. Il y a le 3919 pour être informé de ses droits et connaître les associations d'aide près de chez la victime. Maintenant, en ce qui concerne, il faut savoir que dans notre communauté, il y a une association qui s'appelle Noah Oser le dire. C'est une association d'aide aux victimes. Il y a une plateforme et il y a un numéro de téléphone et puis les personnes peuvent téléphoner. C'est une association juive. Elle est très efficace, elle est bien, et les personnes peuvent avoir une aide effective par cette association. Donc le 3919. Maintenant, évitez de dire pourquoi acceptez-vous ça? Donc ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Vous rendez-vous compte de ce qu'il vous a fait subir? Tout va s'arranger entre lui et vous. Donc essayez d'arranger le couple. Ce n'est pas si grave que ça, banaliser la violence. Éviter de dire c'est un malade. Éviter de dire pourquoi n'êtes-vous pas parti. Donc toutes ces questions qui commencent par pourquoi sont à éviter car elles sont culpabilisantes donc pour la victime. Alors maintenant, comment maintenant sortir de la violence conjugale? Eh bien, déjà, prendre la violence conjugale, donc, comme on disait tout à l'heure, elle va s'intensifier petit à petit, donc prendre conscience de l'emprise, savoir que l'emprise, elle est là, que on n'est pas la victime, c'est une victime. Sortir du silence, sortir aussi de la peur. Quelqu'un qui subit des violences conjugales, il a peur, donc il faut donc qu'elle puisse, bien sûr, en étant aidée par une personne extérieure, une personne compétente, eh bien, sortir de la peur, comprendre les mécanismes avec le cycle de la violence, les mécanismes de l'emprise, les mécanismes du cycle de la violence. Déjà, quand on comprend, on peut agir. Descendre l'autre de son piédestal, quand au début de la relation, on idéalise la personne, donc c'est donc de désidéaliser l'auteur et sortir d'une certaine dépendance affective. Prendre soin de soi et surtout, et bien entendu, les personnes qui sont victimes de violences conjugales, et bien entendu, se faire aider par des gens, des professionnels, par des associations qui sont spécialisées dans les violences conjugales. Voilà, je vous ai un petit peu fait le tour. Bien entendu, c'est un sujet qui est très complexe. Je vous en ai fait un petit peu le tour. Je vous ai un petit peu montré le mécanisme de la violence, des violences conjugales. Et j'arrête. Voilà. Merci Nicole, c'était un exposé juste fantastique. On voit tout de suite comment ça fait déjà 6 mois que tu travailles dessus. Tu nous as vraiment
tout expliqué. C'était très riche, très clair. Vraiment. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'espère que j'ai été claire. Voilà, donc si vous avez des questions. Alors, je vous répète, il y a des associations juives qui existent et qui peuvent aider les personnes qui vivent des violences conjugales, hein, que ce soit dans vos relations, si vous vous occupez d'une communauté, des gens qui viennent vous parler, se confier à vous, donc savoir où les orienter et savoir à peu près comment fonctionnent les violences conjugales et savoir accepter que ça existe et que ce sont pas elle se fait des idées ou voilà, accepter et puis accueillir les personnes qui viennent à vous. Voilà. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à toi, Nicole, vraiment pour ce cours vraiment magnifique. On va voir si les participants ont des questions. Voilà, j'ai réouvert les micros pour celles qui veulent poser des questions. Par écrit, si vous voulez. J'essaierai de répondre, hein, je suis pas... Est-ce que tu veux nous parler de tes ateliers que tu proposes, Nicole? Eh bien, je fais des ateliers sur la gestion des émotions, la régulation émotionnelle. C'est des ateliers que je fais ailleurs et bientôt sur Paris. Donc, ça se fait en 8 séances. Ce sont des cycles. Et voilà, donc c'est le mardi soir. Donc, je fais donc sur hier des ateliers. Ah, donc, si vous voulez participer, avec plaisir. Okay, super. Magnifique. Là, je n'ai pas reçu de questions. À mon avis, c'était très clair. Et en tout cas, si je reçois des questions, je te les enverrai. Ah, avec plaisir, hein, avec plaisir. Je sais que c'est un sujet un petit peu douloureux, on va dire, mais on est quand même responsable. Donc, on est responsable en tant qu'accompagnant de lever le voile en quelque sorte. Si chacun a la possibilité de parler de ça, eh bien, ça peut aider les personnes. Voilà. Oui, effectivement. Merci infiniment. Vraiment, Nicole, pour ce travail. Avec plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. On se revoit pour la semaine prochaine pour la prochaine séance du wellness. Merci, Nicole. Au revoir à toutes et merci à toutes les participants d'avoir été présentes ce soir. Au revoir, Gardena. Au revoir, Nicole. Merci encore. Au revoir.